Monsieur Félix Tshisekedi vous présente un programme qui viole votre propre constitution, qui viole les lois précitées. Et les gens préfèrent l'applaudir. Aujourd'hui, les militaires n'ont pas détenu. Nous apprenons que le camp Kokola a été vendu. Nous apprenons que toutes nos ressources qui restaient ont été bradées. Nous apprenons que cette famille Tshisekedi ou UDPS devient de plus en plus riche et de manière insolente, alors que notre peuple croupit dans la misère. Chers Congolais, nous vous invitons de nous rejoindre. Monsieur Félix Tshisekedi était chez les Arabes à l'Émirat. N'est-ce pas qu'il vous a dit qu'il allait amener les chars de combat à $1 milliard? Où en sommes-nous? Qui se pose la question de clause telle qu'elle est retenue dans cet accord? On vous donne des chars de combat ou des chars, on vous donne $1 milliard, en contrepartie, on devait donner quoi? Et pourquoi cela n'est-il pas arrivé? N'est-ce pas? Probablement que M. Félix Tshisekedi n'a pas respecté. Il y avait certains centres de santé à parachever qui ont vu leurs travaux commencer à l'époque de M. Matata Ponyo. Il y avait des hôpitaux à finaliser et à achever. Si vous prenez le total, ça vous fait pratiquement dans les 120 hôpitaux qui devaient être finalisés ou achevés. Fort, malheureusement, on n'en parle pas. Alors que le coût global du domaine de la santé était estimé à $46 millions. Vous prenez l'éducation. 139 écoles à parachever, à construire, à réhabiliter. 139 écoles. Écoles à parachever, 119. Les écoles construites par M. Matata, fort malheureusement. Mais ce qu'on nous dit que les nouvelles écoles, là, les écoles prévues par M. Félix Tshisekedi et son association étaient des écoles construites par lui. Fort malheureusement, personne n'a les dossiers. Et pourtant, ça nous faisait pratiquement $37 millions. Voyez-vous, c'est l'argent du contribuable. En matière de l'habitat, page 60. Il y avait 1500 logements sociaux dans le programme. 300 logements par site, parce qu'il y en avait 5. Premier site, Maluku. Deuxième, Congo central, Bukavu, Mbujimaï, Kananga. 300, 300, 300. Le total, ça nous faisait 57 600 000 $. Fort malheureusement, on n'a jamais eu on n'a jamais eu les débats de manière profonde sur ça. On vous a présenté des logements ou des maisons préfabriquées au niveau du camp Tchatch. Rien à voir avec ces programmes. Parce que Maluku n'est pas en Galima. Voyez-vous, ça c'est un autre programme. Ça n'a rien à voir avec ces programmes ici. Allons maintenant au niveau de l'électricité. C'est juste après. On avait prévu pratiquement dans le $20 millions pour l'eau, $20 millions pratiquement, pour l'emploi, 1 800 000, pour les transports, 65 600 000. Ce qui est surprenant, on devait moderniser le port de Kalemi. Ça n'a jamais été fait. 65 millions. Les études de faisabilité, 600 000 pour le port du Sud Kivu. Ça n'a jamais été réalisé. L'agriculture, fort malheureusement pour M. Félix, c'est que l'agriculture veut dire la production de poissons dans le Sud Kivu. 774 000, page 75. Les autres secteurs, lorsque vous lisez dans les autres secteurs, il y avait la libération et tout ça, l'octroi des passeports et tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de substantiel. Mais il y a un tableau
que M. Félix Tshisekedi et son association n'ont pas voulu intégrer. Page 66. Construction d'une centrale électrique à gaz à Mwanda, Congo central, par Perenco, REP Sarle. Regardez ces tableaux, c'est 180 millions de dollars. Ça n'a jamais été intégré dans les tableaux synthèse. Après, il y a d'autres tableaux, justement pour faciliter le transport de la production électrique. Ça n'a jamais été intégré dans le tableau synthèse. Fort malheureusement, l'argent était disponible au regard des informations fournies par M. Félix Tshisekedi lui-même. Aujourd'hui, nous avons un procès que vous identifiez comme procès 100 jours. Dites-moi, au regard de ces statistiques, y a-t-il eu un procès de 100 jours? Nous disons non, ce qui veut dire que ce qu'on vous vend là, c'est du vent. Et voilà, M. Félix Tshisekedi ne s'arrête pas là. Il vous amène à un autre programme. Ces fameux programmes des 145 territoires. Chers amis, nous avons voulu vous les donner pour que vous ayez la même aperçu que nous, pour que vous sachiez qu'effectivement ce programme a un caractère criminel. Et cela mettra en mal l'avenir de toute une nation. M. Félix Tshisekedi vous dit dans son programme, déjà, c'est lui qui l'a préfacé, il vous dit que c'est son initiative. Il vous dit que l'option a été levée justement pour booster l'économie ou le développement à la base. Il vous dit que c'est une innovation. Mais je voudrais justement vous dire qu'il y a des lois. Nous avons des lois ici. La loi organique numéro 08/012 du 30 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province. Deuxième loi, loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. Dites-moi, est-ce le programme des 145 jours peut-il être une innovation? Lorsque nous savons tous qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui consacrent le régionalisme constitutionnel dont le maître mot reste la décentralisation? Qui ne sait pas que les entités territoriales décentralisées ont une autonomie de gestion et une autonomie financière? Qui ne sait pas que l'État a fractionné les compétences en deux en laissant une partie de compétences au gouvernement central, une autre partie au gouvernement provincial? Au-delà des gouvernements provinciaux, il y a les entités territoriales décentralisées qui ne sont pas à confondre avec les entités déconcentrées. D'après l'esprit de la Constitution, un administrateur du territoire est gestionnaire d'une entité déconcentrée. Et au regard des dispositions pertinentes de la Constitution, il n'a pas le pouvoir ou sinon la capacité d'initier de programmes de développement. M. Félix Tshisekedi vous présente un programme qui viole votre propre constitution, qui viole les lois précitées. Et les gens préfèrent l'applaudir. On vous dit qu'il veut donner l'impulsion au développement de provinces. Je voudrais nous renvoyer à la page 40. La page 40 vous donne le cadre organique et fonctionnel pour la mise en œuvre de ces fameux programmes que nous qualifions de torchons. Dans ces programmes, il y a 5 niveaux et il y a des structures d'appui. Premier niveau, pilotage politique, constitué de M. Félix Tshisekedi et de gouverneurs. Deuxième niveau, pilotage stratégique, constitué du Premier ministre et de ministres sectoriels. Troisième niveau,
constituée, c'est-à-dire la coordination opérationnelle, constituée du ministre du Plan et le ministre sectoriel. Quatrième niveau, constitué du comité technique constitué de secrétariat technique. Cinquième niveau, comité provincial, là c'est quoi? Territorial des suivis. Et vous savez où est-ce qu'on a placé les administrateurs du territoire? C'est là. Toutes les décisions sont prises au niveau de Kinshasa. Toutes les décisions. C'est M. Félix Sekei qui en est l'initiateur. C'est lui qui donne l'orientation politique. Il renvoie à son premier ministre. Et lui, avec le ministre sectoriel, font tout. Ce qu'ils font semblant là. Et ils envoient à la coordination des opérations, là où il y a les ministres nationaux. Et après, il y a un secrétariat technique qui est constitué essentiellement de personnes que eux-mêmes vont se choisir. Il y a d'autres éléments d'information à côté. Et les administrateurs du territoire sont là justement pour voir ce qui s'est fait. Dites-moi, en quoi cela peut-il être donner l'impulsion du développement à la base? Qui ne sait pas qu'on ne développe pas un peuple? On aide un peuple à se développer. Et fort malheureusement, les provinces ne sont pas réellement impliquées. Et l'enveloppe est de combien? De 1,660 milliard de dollars. Ce qui est surprenant. Le coût des opérations est estimé à 1,450 milliard pour les territoires. Parce que comme vous le savez, nous avons 145 territoires. Sur les 145 territoires, chaque territoire aurait droit à 10 millions de dollars. Ça vous fait 1,450 milliard de dollars. Mais pour ces gens ici, qui ont déjà des fonctions, qui ont déjà un budget de fonctionnement, budget d'installation et tout ça, on leur prévoit 210 millions de dollars. N'est-ce pas que ça a un caractère criminel? Ça représente plus de 12%. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend, même si ils n'avaient pas l'intention de détourner l'argent dans les 1,450 milliard, le fait seulement qu'ils ont créé eux-mêmes des stimulus avec 210 millions de dollars à répartir entre ces gens qui sont déjà excessivement payés, les provinces n'auront même pas le montant décaissé par ces gens ici qui auront la charge de mettre en œuvre ces fameux programmes. Ils vont construire des écoles. Ils vont réhabiliter les routes à dessert agricole. Ils vont construire les hôpitaux. C'est bien. Si on peut considérer ça comme des indices de développement, c'est bien. Mais lorsque vous allez aux articles 202, 203, 204, il y a séparation du pouvoir et les compétences dévolues, les compétences relatives à la construction de routes et dessertes agricoles, aux écoles, aux hôpitaux, à l'agriculture, sont des compétences exclusives des provinces. Exclusives des provinces. Seules les provinces ont le droit d'initier ces genres de programmes. Et en réalité, au regard de la charpente institutionnelle, sur les 100% des recettes à caractère national, 40% sont reconnus aux provinces, 10% pour caisse de péréquation, 50% pour le gouvernement central. Pour les 40%, 15% pour les entités territoriales décentralisées, 25% pour les provinces. Les routes à intérêt national sont construites par le gouvernement dans son budget d'investissement. Les routes à intérêt provincial et certaines routes des dessertes agricoles sont de compétences de province et les routes des dessertes agricoles proprement dites sont des compétences des entités territoriales décentralisées. Est-ce une innovation?
ou une violation flagrante de la Constitution. Comment M. Félix Tshisekedi peut se permettre de désorienter la vision de l'État et d'être applaudi par les Congolais? N'est-ce pas que la Constitution, c'est un pacte social? N'est-ce pas que nous avons cédé une partie de notre liberté à cette Constitution? Qui a donné à M. Félix Tshisekedi le pouvoir de décider en lieu et place du Constituant? Qui? Mais voilà, les gens applaudissent. Voilà pourquoi nous sommes résolus d'expliquer à notre peuple les caractères criminels de ce que M. Félix Tshisekedi et son association font. Nous prenons le risque de vous le faire, de vous le dire. Nous l'avons fait pour le programme de 100 jours. Personne ne nous croyait. Mais on nous a renvoyés dans des procès. Ce qui veut dire que là, ce sont des problèmes. Prenons juste un autre élément. Posez-vous la question. M. Félix Tshisekedi était chez les Arabes, à l'Émirat. N'est-ce pas qu'il vous a dit qu'il allait amener les chars de combat et $1 milliard? Où en sommes-nous? Qui se pose la question de clause telle qu'elle est retenue dans cet accord? On vous donne des chars de combat ou des chars, on vous donne $1 milliard, en contrepartie, on devait donner quoi? Et pourquoi cela n'est-il pas arrivé? N'est-ce pas? Probablement que M. Félix Tshisekedi n'a pas respecté ses engagements. En regardant l'économie de ces pays, nous comprenons que ces gens cherchent de l'or. Le fait seulement qu'ils sont dans la diversification de leur économie, c'est un pays essentiellement pétrolier. Ils ont besoin de l'or justement pour prévenir les dépenses futures et leur économie, parce que le pétrole, ce sont des matières épuisables. Ils ont besoin de l'or qui ne tarit presque pas. M. Félix Tshisekedi certainement a promis de donner de l'or. La grande quantité de l'or, on le trouve dans Ituri. Dans cette zone, il y a beaucoup d'or. Les concessions appartenaient essentiellement à la société Sokimo, qui a cédé à certains particuliers. Sokimo avait pratiquement 30% des recettes qui lui restaient. Ils ont bradé ces ressources-là. Et M. Félix Tshisekedi, certainement qu'il croyait sur ça. Il pensait qu'au regard de l'exploitation là-bas, il pouvait séduire ces Arabes pour venir, n'est-ce pas, nous doter tout ce que lui considérait comme des essentiels. Fort malheureusement, cela n'a pas été fait. Qui nous dit que M. Félix Tshisekedi n'a pas été surpris de constater que ses acolytes ont tout vendu? Ce sont là des réalités. Voilà pourquoi nous disons, nous, les BAT, parti en gestation, nous voulons inviter tout notre peuple, partout où vous vous trouvez, diaspora, ici, partout ailleurs, nous vous prions de nous rejoindre pour que nous créions effectivement ces partis qui viendra imposer la bonne gouvernance. Imposer la bonne gouvernance. Parce que ce qui est vrai, aujourd'hui les militaires n'ont pas détenu. Nous apprenons que le camp Kokola a été vendu. Nous apprenons que toutes nos ressources qui restaient ont été bradées. Nous apprenons que cette famille Tshisekedi ou Idepes devient de plus en plus riche et de manière insolente, alors que notre peuple croupit dans la misère. Chers Congolais, nous vous invitons de nous rejoindre. Venez nombreux pour que nous créions le rapport de force afin que la majorité de notre peuple ait le courage de définir son destin sans craindre, encore moins. Nous devons arriver à dompter la peur pour que nous arrivions à orienter les choses pour le mieux-être de tous. Les BAT veut dire lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Et d'ailleurs, pour conclure, rien ne nous indique pas que M. François Beya aujourd'hui est crucifié du fait d'avoir fait le rapport de force avec un groupe mafieux qui ont voulu brader les ressources nationales, qui ont préjudicié M. Félix Tshisekedi d'atteindre son propre objectif. Je crois qu'il est là pour ça. Et voilà pourquoi nous demandons à la justice de bien faire son travail, de ne pas crucifier le Congolais, et nous demandons à toute la classe politique de développer l'idée de servir le peuple et rien que le peuple.
Il faut commencer par dire que la Constitution de notre pays organise en son article 5 que le peuple est souverain. Ça veut dire que les pouvoirs émanent de lui. Il l'exerce directement ou indirectement. Directement par la voie de urne, indirectement par ses représentants. C'est en ce moment-là que son pouvoir s'éclate en des pouvoirs. La nuance entre le pouvoir au singulier et les pouvoirs au pluriel. Et parmi le pouvoir, il y a le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Nous entendons tous parler de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Pourquoi? Parce que c'est ce pouvoir qui est censé départager des protagonistes, aussi bien au niveau de l'exécutif, là, qu'au niveau du législatif et dans la vie commune, quand les partis ne peuvent pas se mettre d'accord sur un différend qui les oppose, ils sont supposés aller devant une troisième personne pour que celle-ci les départage. Et cette troisième personne ici, c'est le pouvoir. Ça rejoint même ce que dit, n'est-ce pas, la Bible, que quand deux personnes ne s'entendent pas, il faudrait qu'il y ait une troisième personne pour l'aider à trouver la solution à leurs différends. Mais ici, la nuance, c'est que s'il y a les lois qui organisent de quelle manière le pouvoir judiciaire intervient pour que son intervention apporte plus de paix sociale que l'inverse. Mais non. Quand on parle de cette indépendance, c'est notamment pour que ça serve à cela. Et quand la justice n'intervient plus pour apporter la paix sociale, mais plutôt pour troubler la quiétude et compromettre le vivre ensemble collectif des citoyens, là, ça devient un problème. C'est même l'essentiel de notre intervention en ce jour. Différents procès que nous avions connus ici, dans notre pays, puisque notre analyse, elle s'est faite à ces jours, nous allons parler de cet appareil judiciaire depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi, encore que ça marque le début d'une alternance politique dans notre pays et la passation civilisée du pouvoir. L'esprit des Congolais ou le souci des Congolais devrait être celui de voir la justice venir régler le problème de société, mais il se fait que vous et nous, tout le monde, constatons que la justice ne vient pas apporter la solution au problème. Notre ami d'Antena a voulu savoir le contenu que nous donnons au vocable révolution. Je crois que nous autres qui sommes nés à l'Équateur, nous n'avons pas de dictionnaire là-bas. Nous n'avons pas de dictionnaire et nous les avons découverts ici, à Kinshasa ou sinon à l'école. La révolution, en réalité, c'est ces changements brusques. Mais on vise quoi dans la révolution? L'amélioration de conditions. Si nous pouvons entrer dans l'esprit du constituant, le constituant a donné la possibilité au peuple souverain d'enclencher une révolution d'enclencher une révolution politique dans le but de rétablir les équilibres. C'est ça l'esprit du constituant. Au-delà de toute considération d'ordre juridique, c'est ça l'esprit du constituant. On considère le peuple comme souverain. Deuxièmement, on considère l'institution comme un ensemble de principes. Lorsque les animateurs, c'est là où il y a la confusion dans la plupart des cas, lorsque les animateurs se comportent en délinquants ou en déviants, la révolution vient pour rétablir les équilibres conformément à la loi. Voilà pourquoi le Constituant a prévu l'article 64.
quelle que soit l'interprétation, c'est ça l'esprit de la Constitution. Comment voulez-vous, on considère la personne qui assume la fonction du président comme président de la République, chef de l'État. Au même moment, la Constitution prévoit les mécanismes pour les sanctionner. Justement parce que dans la dimension anthropologique, dans la dimension sociétale, sociologique de l'État, on fait un distinguo entre la personne du président et l'institution président de la République. Parce que l'institution président de la République ne peut pas détourner l'argent. Mais c'est l'animateur de l'institution président de la République qui peut le faire. Voilà pourquoi on a prévu cela. Nous sommes dans l'esprit de l'article 64, justement parce que nous considérons que nous sommes dans une sorte de déviation. Voilà pourquoi nous préconisons. Comment procéder? Ce n'est pas à nous de fixer les mécanismes, d'autant plus que la Constitution ne les a pas fixés. Nous faisons appel à la population de se prendre en charge. Le président de la République, en tant qu'institution, doit être protégé. Oui. Par le mécanisme constitutionnel et légaux. Personne n'a le droit de s'attaquer à l'institution président de la République. Que ce soit le peuple, que ce soit le président, l'animateur de l'institution ou le président lui-même. Si on dit, Balobina président de la République, yo zawana pona kotambwisa kosala zeke ba institution tambola malamu. Soki yo aucun déviationnisme, okomi composer ba acte en dehors de la loi, automatiquement l'État, si pas l'État institution, mais l'État collectivité, a le droit de vous ramener à l'ordre. Voilà pourquoi il y a la Cour constitutionnelle comme juge naturel sur les questions pénales. Je vous donne juste un exemple. M. Félix Tshisekedi nous vend du vent en nous disant qu'il est venu pour les changements. Il critique la gouvernance de Kabila. Par accident, il devient président de la République. Je parle de Mme Odia qui est de la société civile, mais nous le disons. Mais au même moment, son pouvoir a bradé notre patrimoine en cédant aux Kenyans tout ce que nous avons dans la banque BCDC. Est-ce que vous m'avez compris? Nous étions actionnaires dans une banque. Vos institutions, ou mieux, les animateurs des institutions, ont bradé. Pourquoi? Parce que M. Félix Tshisekedi est en odeur de sainteté avec le Kenya. Il a bradé le BCDC. Aujourd'hui, nous ne savons même pas combien nous allons gagner. Parce que 100% de nos parts ont été cédés à cette banque. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je peux vous donner des références. Les finances publiques, on est en train de dilapider le fonds public. On n'est pas obligé de nous soumettre aux caprices des individus. L'État n'est pas constitué que des institutions, il y a aussi la collectivité. Ce qui veut dire que dans cette approche-là, comme ma révolution, Ndebolanga Isaac, ce qui protège tout le monde, c'est la loi. Si un président de la République viole la loi, il ne peut pas être protégé par la loi, encore moins par les institutions. On ne protège le président que lorsqu'il est en conformité avec la loi. En 1961, il y avait un premier ministre élu. Après manipulation, balongoli bango nyonso, bazongisi moko, babomi bao baetikali. Ils n'ont pas été protégés par la loi, ils ont été protégés par les centres d'intérêt. En 1966, Kimba Bamba Mamba Anani, balobi balingaki ba attenter na vie à président de la République. Bache justice moko où ils allaient correspondre à la philosophie ya Kabila, ya Mobutu de l'époque. Ils ont été jugés de manière expéditive. Ils ont été pendus. Et vous pensez que c'est ça protéger le président de la République? C'est ça? C'est-à-dire que pour eux, n'a pas ça qui est exemple à François Béa. Pourquoi? Parce qu'il y a fait voir à Bino qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, qui prennent position et qui disent aux institutions, aux unions, à la service avancement, si vous laissez la vie de ces gens entre le nation d'humeur et Abatou, ils peuvent être tués
et après vous pouvez comprendre qu'ils ont été innocents. Tout qui a Maramoleka qui a Didier Boudimit, où en sommes-nous? Le même système a commis une erreur. Ce qui est encore plus flagrant, Abdallah Bilenge, il a été fait arrêter. Il a été condamné sur instruction sur qui a battu à pouvoir. Il a été condamné pour 20 ans. Sans élément de preuve, il a été condamné pour 20 ans. Il eût fallu que la justice à Mouana s'est ressaisie, le quoi à la centre d'intérêt échangé, va diligenter enquête dans RVA pour se rendre compte que cet argent n'a jamais existé. Si on avait laissé la latitude à ces gens-là, ils pouvaient être tués et après vous apprendrez qu'il était innocent. Chers concitoyens, s'il vous plaît, ne pensez pas que les institutions sont au-dessus de tout. D'abord, les institutions, c'est nous qui les créons. C'est nous qui créons le format. En principe, c'est nous qui devons nous choisir des animateurs. Mais il faut être plus regardant par rapport au profil. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être chef des institutions. Parce que ce qui est de relation sur le bar, déviant, délinquant, c'est justement parce que dans la dimension anthropologique, il peut y avoir quelqu'un qui est en déphasage à la philosophie du groupe. À ce moment-là, on doit l'attaquer à n'importe quel prix. Comment les battre à arriver comme un changement sur le plan organisationnel pour que toi atteindre l'objectif. Nous pensons que la meilleure manière de gouverner, c'est de poser des grands principes et de laisser toutes les instances de l'État à bien faire leur travail. Si seulement M. Félix Tshisekedi avait le même tact tel que le voulait le constituant, il devait laisser le gouvernement en place, poser des actes au nom et pour le compte du gouvernement, mais renforcer les mécanismes de contrôle parce qu'il en a les instruments. Il a fait dévier le fonctionnement de l'État en se substituant au gouvernement. Il a pris l'argent de la République pour le donner aux amis et connaissances. Et nous avons démontré ici près de 700 millions de dollars ont été mal gérés. Atabino Moro. Atabino Moro. Tant que nous avons vu que pas sauter, nous avons une semaine dans le territoire, en place Boyoka. Comment on a des conditions de vie? Comment pouvez-vous expliquer? Au moment où nous parlons, on nous parle de la stabilité. Il y a cadre macroéconomique. On nous parle de l'accroissement de la recette publique. Mais l'État est incapable de donner 40% aux provinces. Comment voulez-vous que quelqu'un qui tente d'apparaître sérieux, Aël Sabino qui veut résoudre le problème congolais, en sortant du cadre institutionnel et constitutionnel, et vous l'applaudissez? Qui vous a dit que M. Félix Tshisekedi était indien? Qui? Pas comment moi. C'est un homme comme nous. Il est animateur de l'institution président, oui, mais il doit respecter la norme. Il doit respecter la norme. Pour conclure, pour nos Sabino temps et belete, na kat na bino bandeko belé ba na mituka. Oh voilà que ça a permis de conduire nena. Permis de conduire kaka. Oh il a validé. Code de la route de la laboratoire. Au moins, c'est-à-dire qu'il y a des dysfonctionnements. Et de ce fait, nous pensons que le pays va très mal. La meilleure manière de résoudre le problème sociétaux, c'est de faire en sorte que toutes les entités de l'État jouent pleinement leur rôle. C'est ce qu'on appelle séparation du pouvoir, division du travail. Ce sont des principes managériels que Moutoutou a la chance à autant. Oh, il y a un diplôme à conflit, à Yépi, que c'est comme ça on réussit dans une société. Respecter la norme, respecter les principes de gestion et chacun va résoudre son problème. Voilà.